Bonjour Mathieu. Hello, hello. Donc, Bonjour Mathieu. je vais introduire un peu qui tu es et ce que tu fais, mais tu vas en parler aussi mieux que nous. Donc, tu es Mathieu, tu animes une revue en ligne, si on peut dire ça comme ça, qui En s'appelle effet. Pensée magique. Et donc, tu as pris à bras le corps un combat qui est malheureusement un peu trop solitaire en France, à mon goût, qui est celui du combat contre les dérives sectaires. En Euh, effet. Combat d'autant plus essentiel que si aujourd'hui nombre de nos compatriotes, à cause en particulier du terrorisme, sont éclairés sur la nécessité de la lutte contre la radicalité, par exemple islamiste, on a tendance à sous-estimer beaucoup d'autres radicalités, à oublier les massacres d'il y a pas si longtemps que ça, par exemple de l'ordre du Temple solaire, et que donc ce sujet, en particulier après le Covid, est un vrai sujet de société, un vrai sujet de fond, qui fait des dizaines de milliers de victimes par an, et pour lequel, je pense, on a un gouvernement qui, pour l'instant, ferme les yeux, est complaisant au hasard. Donc, tu vas C'est nous peut-être ça. présenter un peu ton combat et déjà qui tu es, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu penses qu'il y a une urgence en France aujourd'hui sur la question du combat contre les sectes. Bonjour à tous. Donc voilà, donc je suis Mathieu Porzio, le rédacteur en chef du magazine Pensée Magique. On a fondé ce magazine il y a quelques mois, en fait, devant l'urgence qu'il y avait de produire du contenu pour les victimes. Voilà, il y a énormément peu de contenu pour les victimes. Il y a énormément peu de contenu qui aide les gens à aiguiser leur esprit critique. Euh, et donc nous, on avait à cœur de faire quelque chose qui soit différent, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le combat contre les sectes a évolué, surtout depuis le Covid. Depuis le Covid, il y a eu une mutation qui s'est effectuée, c'est-à-dire qu'on est loin justement des sectes classiques, comme tu citais tout à l'heure, du temple de l'ordre solaire. C'est plus ça maintenant les sectes. Les sectes ont évolué vers d'autres fonctionnements. Mais par contre, la lutte, elle, n'a pas évolué vers ces fonctionnements. C'est-à-dire que actuellement, les mouvements sont en train de gagner de l'ampleur, de sorte à ce que on n'arrive plus à l'endiguer. C'est-à-dire que il y a une telle représentativité dans la société, dans tous les secteurs. Hein, on le voit dans l'éducation, on le voit dans à la télévision, dans l'audiovisuel, on le voit partout. Voilà, et donc ça devient difficile maintenant de combattre ça parce qu'on a pris trop de retard. Donc il faut essayer de renverser un petit peu la vapeur avec de nouvelles méthodes en fait. Comment elles se manifestent, les sectes, maintenant? Alors, auparavant, quand on pensait aux sectes, on imaginait un Ouais, gourou en parce que haut. justement, c'était le Mandarum d'or avec des mecs qui mettent Voilà, des chapeaux rigolos et qui combattent. C'était quoi, les Lémuriens qui envahissent la Terre? Bon, Made voilà. in avec Taiwan. des crécelles. Ouais, ils avaient l'air bien dingues. On imagine les aériens en haut d'une montagne avec un gros médaillon en tôle. Voilà, on a vraiment cette iconisation des sectes qui est erronée en fait, parce que ces mouvements existent toujours, mais ils représentent un nombre qui est vraiment trop peu élevé pour qu'on continue à penser que les sectes sont comme ça. Maintenant, on n'est plus sur des mouvements du type New Age, euh, avec des petits influenceurs, des entreprises de 15-20 personnes. Voilà, on est plus sur des mouvements moins gros, mais qui touchent plus de personnes. Parce que quand vous avez du prosélytisme qui se fait dans un marché, dans un village, où peut-être 2 ou 3 personnes vont être recrutées, un influenceur New Age, lui, va toucher 20 à 30 000 personnes en une publication. Donc ça a vraiment évolué. C'est grâce aux réseaux sociaux, j'imagine. Aux réseaux sociaux notamment, voilà, aux réseaux sociaux, et aussi, il faut le dire, au manque de réactivité, des pouvoirs publics à ce niveau-là, parce que la lutte numérique, en fait, a été complètement laissée de côté, et elle est toujours laissée de côté.
Il y a eu une réactivité qui était quasiment nulle, et aussi à cause du fait que les associations historiques ne se sont pas adaptées en fait à la lutte. Et ont laissé un petit peu ça perdurer. Alors c'est vrai qu'il y a eu la mutation liée au Covid aussi, c'est-à-dire que le pendant Covid a été très violent. C'est-à-dire que vraiment il y a eu un repli qui a été fait des gens vers les pseudosciences, vers les charlatans, etc. Et ça a amené une contagion qui a été vraiment énorme, et qui malheureusement continue après le Covid. Voilà. Et tu disais en préambule que la lutte donc contre les mouvements sectaires, elle par contre n'a pas évolué. Mais vous, qu'est-ce que vous préconisez dans la pensée magique pour combattre ces nouvelles formes que tu décris? Alors, pourquoi nous on a fondé Pensée Magique? Alors déjà, de quoi ça part Pensée Magique? C'est qu'en fait nous on a essayé de réfléchir au fond du problème, c'est-à-dire quel est le fond du problème? Pourquoi on a une telle porosité dans la société actuellement, dans toutes ces pratiques? Et la réponse, elle revient toujours vers la même chose, c'est à cause du fait que la pensée magique est trop présente chez les gens. C'est-à-dire que quand vous allez faire par exemple votre séance de yoga, vous pouvez faire très bien du yoga pour vous faire du bien, mais vous n'êtes pas obligé d'intégrer une notion de spiritisme, de spiritualité à l'intérieur du yoga pour le pratiquer. Voilà. Et en fait, dans chaque secteur, maintenant, on retrouve ça, c'est-à-dire que on peut avoir de l'entrisme à l'école, par exemple, avec des séances de méditation. On peut avoir dans les hôpitaux des charlatans qui vont venir pour soulager les patients. Voilà, donc on a vraiment une porosité qui se fait dans la société et il faut la combattre. Et pour la combattre, il n'y a pas 36 méthodes. C'est qu'en fait, il faut inculquer aux gens des valeurs d'esprit critique, c'est-à-dire les aider à pouvoir eux-mêmes se protéger contre les discours fallacieux. Parce que si on n'arrive pas à se protéger contre les discours fallacieux, on laisse rentrer à l'intérieur de notre cerveau des théories qui peuvent devenir des théories complotistes. On peut laisser rentrer des choses anti-sciences. Voilà, c'est vraiment c'est une escalade. Voilà, ça va commencer par notre gosse qui fait un petit peu de méditation à l'école, puis par le cours de yoga avec une réharmonisation des chakras, et on va finir à croire à la réincarnation et aux enfants indigo. Voilà. Et donc il faut qu'on arrive vraiment à endiguer ça. Et le souci qu'on a, si vous voulez, c'est que pendant Quoi? Je vais pas me réintégrer en aigle? eh non, On m'a malheureusement. menti. Ah là 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 là. C'est pas Ou sympa. alors, faudra venir nous le dire dans ce cas-là. Euh, Non, voilà. ne chie pas sur la tête avec ta Non, réincarnation. non, je serais un aigle tranquille, je serais allé loin, loin. Je vais pas être avec vous, moi. On a une question dans le fil, que ce qui a mené à cette augmentation des pseudosciences pendant le Covid vient-elle du Covid ou de sa gestion? On ne peut pas se comparer avec d'autres pays. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un gouvernement où on a des porte-parole du gouvernement qui sont venus nous expliquer que porter des masques, c'était très compliqué. Il fallait avoir au moins avoir fait Polytechnique pour les chaussées, pour pouvoir la mettre autour de l'oreille. Et puis, on a un président qui, avant d'imposer le pass vaccinal, avait lui-même déclaré en décembre 2021, je me souviens très très bien, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Donc bon, voilà, je crois qu'il a mis un bon délire dans la tête des gens, et ainsi de suite. J'aurais deux exemples, mais voilà. Est-ce que ça a contribué à... Et puis au final, on se rend compte que, contrairement à ce qui a été dit, par exemple, ce vaccin, finalement, il protégeait pas exactement de la propagation, alors que tout le truc était autour de la propagation. Bon, voilà. Est-ce que la gestion n'a pas contribué à développer l'amour des petits hommes verts? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. C'est-à-dire que la gestion Covid, on la connaît, elle a été calamiteuse de la part du gouvernement. Les gens ont eu un repli aussi vers des valeurs plus ancestrales, sur la nature, sur ce genre de choses. Et c'était l'occasion aussi, pendant le Covid, de réaffirmer la méthode scientifique. C'est-à-dire que c'était l'occasion rêvée de pouvoir faire en sorte que certaines personnes ne puissent pas avoir tant d'audience. Je vais vous évoquer un célèbre professeur de Marseille, voilà, qui a eu
bien trop d'audience pendant le Covid et qui n'aurait pas dû l'avoir si la méthode scientifique avait été appliquée stricto sensu. Euh, on est là face à de l'amateurisme, c'est-à-dire que le fait que les gens ne puissent pas avoir confiance dans leur gouvernement au niveau scientifique a fait qu'ils ont cherché des solutions annexes. On peut pas leur en vouloir non plus. Surtout que quand on a son tonton Robert, complotiste sur Facebook, qui poste une grande révélation et qu'on n'est pas bien, ben on va peut-être l'écouter. Voilà, c'est malheureusement c'est la réalité de la vie. Mais il faut voilà, il faut maintenant qu'on prenne les leçons de ce qu'on a fait. Il faut renseigner il faut arriver à réenseigner la méthode scientifique aux gens, leur faire comprendre comment fonctionne des études, comment fonctionnent des protocoles de test, etc. Et, et réaffirmer aussi notre confiance dans la science. Parce que c'est aussi ce qui s'est passé. C'est que pendant le Covid, la population, dans son grand ensemble, par les errances de la politique, a perdu confiance dans la science. Et c'est ça qui est dramatique. Ça a créé une vague de personnes complotistes qu'on n'arrive pas à endiguer maintenant. Toi-même, tu es scientifique ou tu as une formation scientifique ou... Non, je suis pas scientifique. Maintenant, j'ai enseigné pas mal l'esprit critique dans les écoles, etc. Voilà, on essaye aussi d'expliquer que avoir de l'esprit critique, avoir un esprit scientifique, il n'y a pas besoin d'être scientifique en fait. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Il faut comprendre, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, avec notre magazine, nous on essaye de faire la passerelle, c'est-à-dire qu'on veut pas bombarder les gens d'articles très durs à comprendre. On veut pouvoir leur donner l'occasion de s'intéresser à un sujet et d'aller chercher par eux-mêmes plus loin si après le sujet les intéresse. Voilà, c'est assez c'est très intéressant ce que tu fais parce que j'ai pu le constater, j'ai 3 enfants scolarisés normalement dans l'école publique et je constate que on a des petites pertes de repères, y compris dans l'école publique, sur ce qu'est la science. C'est-à-dire, on est obligé d'expliquer, mais quand on explique simplement, les enfants comprennent. C'est la reproductibilité d'une expérience avec des conséquences qui sont toujours les mêmes. Ce qui fait qu'on évite, parce que là je vois qu'il y a un bouquin encore qui est en train de sortir, La science comme nouvelle religion. Et justement, le Parthénon, il tient parce qu'il y a des règles mathématiques et géométriques et de résistance des matériaux qui ont été éprouvées, vérifiées 1000 fois. Les temples ont été reconstruits de la même manière jusqu'aux grands bâtiments qu'on a aujourd'hui. C'est la science. Et que ça, c'est l'esprit scientifique humain qui nous a permis de sortir des cavernes. Parce que on a tout fait, en fait, scientifiquement. On oublie de le rappeler. Une fois qu'on a été Cro-Magnon, qu'on a maîtrisé le feu, de la couture des vêtements jusqu'à envoyer des fusées dans l'espace. On envoie des robots sur Mars. Moi, c'est ce que je précise. Voilà, on en est là. Et en fait, il faut bien expliquer aussi aux gens que la science, c'est pas une religion. Que la science se remet en question, c'est le principe même de la science, c'est-à-dire que quelque chose qui est affirmé à l'instant T tel jour peut être réfuté la semaine prochaine parce qu'il y a de nouvelles données. Voilà. Il faut aussi faire comprendre aux gens que la science bouge, la science est en mouvement, et c'est ça qui nous permettra de contrer en fait cet entrisme de tant de spiritualité, de tant de pensée magique dans la société. C'est simplement de former les gens à être plus critiques envers les bêtises qu'ils peuvent écouter à droite et à gauche. Voilà. Et c'est un petit peu le problème qu'on a eu, que beaucoup ont eu en intégrant des associations anti-sectes historiques. C'est qu'en fait, ces gens n'ont pas d'acquaintance avec la science, ont tendance à la rejeter parce que sont eux-mêmes religieux, et de ce fait, les victimes, comment dire à une victime ta pensée magique est délétère si quand elle nous appelle pour une dérive sectaire, on lui dit pas. C'est-à-dire qu'elle va rester avec cette pensée magique délétère et elle va potentiellement partir vers notre mouvement sectaire. Voilà. Donc il faut prendre le temps de déconstruire ça avec les victimes. Si on prend pas le temps de déconstruire ça avec les victimes, on aura juste des victimes qui vont glisser d'une dérive sectaire à l'autre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut changer de façon de faire les choses. Il faut aussi changer de façon de voir les choses, parce que là c'est une vision qui n'a pas évolué et qu'on doit faire évoluer si on veut protéger aussi les gens, parce que on l'oublie aussi, mais le rôle aussi de l'État,
c'est de protéger les gens. C'est voilà, ils doivent protéger aussi la population de ce genre de choses. Et actuellement, ce n'est absolument pas le cas. Je veux dire, c'est pas avec les 10 personnes qui sont à la Miviludes qu'on va protéger un entrisme spirituel et religieux partout en France. Voilà. Justement, Mathieu, depuis ces 7 dernières années, on s'est rendu compte qu'il y a eu des ministres anthroposophes, qu'on a enlevé les peines pénales pour justement les vaccins, pour laisser une plus grande liberté. Il y a eu un certain nombre de réformes, une tolérance de la scientologie, d'autres religions. Est-ce que justement, t'as pas l'impression que le gouvernement Macron, toutes ces années, est pas dans une tentative à l'américaine de banalisation des mouvements sectaires? On a vu même la méditation pleine conscience à l'école vantée par des ministres. Donc une banalisation. Le macronisme est-il une secte? Alors ça, je vais pas pouvoir répondre, mais un courant fanatique c'est religieux. C'est une blague. Voilà. Mais voilà, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a eu une banalisation un petit peu de certaines spiritualités au sein de l'État. Moi, par exemple, je suis effaré que durant les Jeux Olympiques, on ait vu des photos circuler de notre chère Rachida Dati en compagnie de Tom Cruise. C'est quand même extrêmement grave. On a quand même eu des ministres qui sont passés à la télé pour balayer la polémique à propos de la scientologie. Alors, est-ce que c'est une volonté... Pour lutter contre les sectes et les mouvements sectaires, il y a deux problèmes. C'est que le premier, déjà, il faut énormément de moyens. C'est-à-dire que on peut pas lutter contre des mouvements si on met pas un petit billet sur la table pour embaucher des gens qui font le boulot. Voilà. Déjà, ça c'est une première chose. Le deuxième truc, c'est que lutter contre les sectes et contre les dérives sectaires en général, ça équivaut aussi à un moment donné à toucher le religieux. C'est-à-dire, je m'explique, des dérives sectaires, il y en a aussi dans les religions classiques. Voilà. Donc, à un moment donné, quand il y a des accointances de certaines personnes politiques avec des milieux religieux, il faut pas s'attendre à ce que les dérives sectaires aillent dans le bon sens. Voilà. Comme tu disais, quand on a une ministre qui est élue et qui est anthroposophe, voilà. Clairement, on sait que pendant quelques années, l'anthroposophie va être tranquille. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que il y a une espèce de lobbyisme qui est fait justement pour empêcher qu'on s'approche des religions classiques. C'est-à-dire que les dérives sectaires existent. C'est-à-dire que quand, par exemple, on entend cette affaire avec l'abbé Pierre en ce moment, tout le monde dit on le savait, mais par contre, personne n'en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des protections qui ont été mises en place pour pas qu'on fasse tomber la personnalité. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi aller sur ces questions. Il va falloir faire table rase de tout ça et se dire qu'est-ce qui coince, pourquoi on ne peut pas dénoncer ce genre de choses. Voilà. Parce que il faut bien se dire, c'est qu'en fait, ils se renvoient la balle. C'est-à-dire que si par exemple on attaque les scientologues sur l'angle de leur culte, ils vont nous reprocher qu'on fait de l'acharnement sur eux, mais qu'on ne dit rien aux évangélistes ou qu'on ne dit rien aux témoins de Jéhovah, par exemple. Donc ils ont pas tort non plus d'un côté. C'est-à-dire qu'on peut pas dire on va lutter contre un mouvement d'un côté et laisser les autres tranquilles. C'est pas possible. Alors il y a une question de Happy Fushoku qui rejoint une question que je voulais te poser justement. Les citoyens ont également leur droit à être irrationnels et donc avoir des amis imaginaires. Tout le monde l'est un peu et c'est normal. Où mettre le curseur de ce qui est trop entre guillemets irrationnel et qui le décide? Et ma question liée à celle de cet auditeur, elle est sur le fait que dans notre constitution est protégée la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. Et donc, voilà, si on a envie de croire n'importe quelle religion, on a le droit. On est même protégé par l'État. Donc, est-ce qu'elle a une contradiction? Et comme le disait cette personne, est-ce que qui décide et où est le trop opérationnel? Ben justement, il n'y a pas de décideur pour ça. C'est quand la personne elle se met en danger par ses croyances. C'est-à-dire que
il y a aucun mal d'aller faire des arts martiaux, par exemple, et de croire dans le chi ou dans le ki ou dans ces choses-là. Voilà, il n'y a pas de grosses conséquences sur ça. Voilà. Maintenant, ça peut être plus problématique si on pense que le chi peut nous soigner d'un cancer. Voilà. C'est à partir du moment où on se met en danger à cause d'une croyance qu'il faut se poser la question sur est-ce que mon irrationalité n'est pas en train de me causer des problèmes. Voilà. Maintenant, il faut aussi se dire que la liberté de croyance, c'est pas tout jeune non plus. Ça date quand même il y a pas mal d'années. Ça a jamais été remis en question. Alors, il faut aussi se poser la question est-ce qu'à un moment donné, c'est pas des choses qu'il faut aussi réformer, au moins discuter pour les faire évoluer aussi par rapport à la société, parce qu'on peut pas avoir d'un côté une société qui va vers plus de science, comme c'est le cas actuellement, mais avec des attitudes rétrogrades de certaines personnes de la population. Voilà. Je pense à certains mouvements qui, par exemple, interdisent la perfusion. C'est quand même très grave. Interdire la perfusion, interdire les piqûres, interdire ce genre de choses en 2024, c'est aller contre l'évolution du monde aussi. Donc, il faut se poser la question sur est-ce que ma croyance n'est pas délétère sur ma personne, sur mon entourage, sur mon mode de vie. C'est surtout ça qu'il faut combattre. Après, chacun a le droit de croire ce qu'il veut dans son intimité. Si on a envie de croire que il y a une réincarnation de Bouddha qui vit dans sa télévision, on a le droit de le croire. Voilà. Si maintenant on va voir son voisin et on essaie de lui imposer cette vision, là il y a un problème. Et il faut pas aussi qu'on oublie que toutes ces libertés sont conditionnées par une autre qui est très importante, c'est qu'en France, on a le droit de les critiquer. Tant qu'on ne vise pas les personnes directement, on a le droit aussi de critiquer les croyances. Parce que remettre en question quelque chose, c'est aussi la liberté d'expression. T'as raison, ça rejoint la question de la laïcité. Ouais, parce que c'est... enfin, je prends souvent ça comme exemple. Si vous voulez absolument croire que Nyarlathotep, c'est pour les fans de Lovecraft, dirige l'univers, et que toutes les nuits de pleine lune, vous voulez courir en rond tout nu à crier autour d'un feu, il n'y a pas de problème. On va vous protéger. Par contre, on va faire des sketchs et dire que vous êtes complètement ridicule. Et puis surtout, ça reste cantonné chez vous. Vous sortez pas et essayez d'expliquer aux gens qu'il faut absolument tourner autour du feu en criant tout nu à la pleine lune pour se soigner, comme tu dis, d'un cancer ou pour sauver le... Ou en leur arrachant leurs vêtements pour les forcer à tourner tout nu. Ça, là, exactement. Voilà. On le voit par exemple dans des pays comme les États-Unis qui sont très permissifs sur les sectes, c'est-à-dire que aux États-Unis on peut fonder sa secte comme on fonde une religion en fait. Voilà. Là-bas il y a de tout et de rien qui se forment. C'est qu'il y a littéralement des mouvements qui vont se former sur des livres de science-fiction. Voilà. Il y a des mouvements qui vont se former sur des jeux vidéo. J'ai même vu des mouvements religieux parodiques se former autour d'un film comique. Donc, on est vraiment dans n'importe quoi. Il y a quelques années, il y avait en Australie, ils font pas des référendums, mais des recensements. Et il faut que 60 000 personnes cochent une case pour que la religion soit considérée comme officielle et reçoivent des financements. Et puis des comiques avaient dit on va tous cocher Jedi, enfin truc de Star Wars, et la Force, voilà, la Force. Et en fait, c'est devenu une religion officielle parce qu'il y a plus de 60 000 personnes. C'est le pastafarisme, je sais pas si... Le pastafarisme. Avec le monstre en boulette de viande qui boit de la bière. Oui. Et au final, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est pourquoi le djédaïsme serait une doctrine, une religion qui serait fausse, alors que quand on lit un livre religieux, on va voir les mêmes exploits que dans Star Wars. Qu'est-ce qui rend quelque chose plus vrai que l'autre, en réalité, vu qu'on n'a pas plus de preuves dans certains livres religieux qu'en regardant un film Star Wars. Donc, c'est cette question qui est importante. Ouais, mais Mahomet et Jésus, ils n'ont pas de sabre laser. T'exagères. Hein. Ouais, Mahomet avait beaucoup de sabres, attention. Ça, on ne sait pas. Après, voilà, j'ai vu aussi dans le chat une remarque qui est intéressante.
surtout à partir des anthroposophes, c'est que maintenant on a aussi de l'entrisme à partir de certaines certaines pans de la société qui prennent beaucoup d'espace. C'est-à-dire que à partir, par exemple, de l'écologie, on a beaucoup d'entrisme des mouvements sectaires. Que ça soit dans l'anthroposophie, que ça soit dans le New Age, que ça soit dans tout ça. La majorité des pseudo-médecines, des fake med, comme on les appelle, sont liées à une accointance avec l'écologie. C'est-à-dire qu'on a ce biais de penser que parce que c'est naturel, c'est bien. Moi, littéralement, je dis aux gens, quand quelqu'un me dit « Ah, mais je suis allé voir mon naturopathe », ben, je vais sur Groupon, sur le célèbre site Groupon, et je leur montre qu'on peut devenir naturopathe pour 30 € et pour 40 heures de formation. Et je leur dis, est-ce que vous voulez vraiment mettre votre vie dans les mains de quelqu'un qui a fait 40 heures de formation et qui a payé sa formation 30 €? Et c'est là qu'on comprend en fait aussi que ça devient un business. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je vois des nouvelles thérapies sortir. C'est de plus en plus farfelu. Voilà. C'est de plus en plus farfelu parce qu'il faut qu'ils se renouvellent. Parce que y a une thérapie qui va être créée, on va la débunker, on va dire pourquoi ça ne marche pas. Du coup, les gens vont le savoir et il faut créer vite autre chose pour prendre de l'argent aux gens. Mais toujours sous cet angle de l'écologie. Parce que c'est vraiment peut-être le vecteur le plus important actuellement. Les gens, ils sont dans une espèce d'anxiété écologique vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Et donc, il leur faut absolument se mettre dans un mood où même leurs soins passent par l'écologie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que, par exemple, prendre des tisanes, c'est bien. Mais par contre, on ne connaît pas tous les principes actifs de la tisane, on ne connaît pas les dosages, on ne connaît pas ces choses-là. C'est des choses qui sont maîtrisées par la science, par les médicaments, etc. Et le fait de manquer de méthode scientifique, de manquer d'esprit critique, fait qu'on assiste à, on assiste à des gens qui pensent se soigner d'un cancer avec des pierres d'œil de tigre, par exemple. Voilà. Ouais, mais un petit grog rhum citron miel, ça marche pas mal. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, pour dormir. Je sais pas. Mais vas-y. Non, j'ai une question assez maintenant. Bon, on rigole un peu. Mais c'est vrai que c'est tout à fait problématique. D'abord, un constat. Il faut savoir que toutes les périodes pré-révolutionnaires, Révolution française, Révolution russe, ont toujours été des phases où pendant une dizaine d'années, vingtaine d'années, il y a eu une explosion des délires mystiques. Les nobles, dans les années 80, enfin dans les années 1780, se trempaient des trucs électriques pour avoir des sensations avec des gens qui parlaient de je sais pas quelles élucubrations. Dans la Russie tsariste, c'était Raspoutine. Voilà. J'étais allé jusqu'au tsar et à la tsarine. Donc peut-être que c'est indicateur de déstabilisation plus profonde de la société. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais aussi sur le fait que il y a quelque chose qui nous vient des États-Unis. Et j'ai constaté ça. C'est très très étrange. C'est une vision messianique d'un non-rapport à la science. On a ça chez les gens de droite aux États-Unis. C'est le refus de l'évolution. C'est le créationnisme. Mais avec une telle victoire que dans la moitié des États, officiellement, le créationnisme doit être enseigné à égalité de temps avec l'évolution. Bon, on est sûr qu'on met du fromage dans la tête de beaucoup d'enfants. Ils ont des musées, ils ont des centres de recherche scientifique. Enfin bon, c'est très 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 poussé aux États-Unis. Et nous, venant des États-Unis, on a aussi, du côté de la gauche, l'idée que la biologie n'existe pas. C'est certains courants féministes, que les chromosomes X et Y n'ont aucun effet sur les êtres humains, que l'endocrinologie, tout ça n'a aucune influence sur les comportements humains. Et ça gagne énormément de terrain. C'est-à-dire qu'on a des deux côtés du spectre politique une progression ahurissante de croyances extrêmement graves et qui non seulement ne sont plus cantonnées à la maison. C'est une expression politique qui devient parfois majoritaire. Alors, pour la part de spiritualité qui augmente, moi je vais citer quelque chose, c'est que c'est plus facile, par exemple, dans un hôpital,
d'embaucher 5 praticiens bien-être ou 5 pseudo-thérapeutes que d'embaucher un docteur. C'est-à-dire que il vaut mieux mettre 5 personnes pour s'occuper des patients qu'une seule. Et en fait, c'est un calcul qui est fait. C'est un calcul qui est fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit qu'il y a des déserts médicaux un peu partout, on peut pas solutionner, on peut pas former des médecins du jour au lendemain comme ça et les mettre sur le terrain. C'est pas possible parce que c'est quelque chose qu'il faudrait anticiper. Maintenant, on peut, enfin, en tout cas, certaines personnes politiques peuvent essayer de contrebalancer ça en ouvrant les fameuses maisons de santé où on va foutre un naturopathe, un ostéopathe, tous ces trucs en pâte là. Et Les au milieu, tartes en pâte. on va mettre une petite voyante, voilà, ou quelqu'un qui fait les tarots. Ça donne l'illusion qu'on fait quelque chose. Ça donne l'illusion. C'est la même chose pour l'éducation, c'est-à-dire que organiser des activités extrascolaires à l'intérieur des écoles, ça coûte du pognon. Faire venir quelqu'un qui va apprendre la méditation aux enfants, ça coûte moins cher. Voilà. C'est des choix qui sont faits. C'est des choix économiques qui sont faits. Voilà. Alors après, pour la question biologique, sur la biologie, je pourrais pas répondre. C'est pas mon domaine d'activité. C'est pas un domaine dans lequel voilà. Mais à côté de ça, pour tout ce qui est créationnisme, etc. Ben, aux États-Unis, il y a un problème. Et ça, nous, on n'arrive pas trop à le voir parce que à l'échelle, notre pays est tout petit. Mais les États-Unis, c'est un très grand pays. C'est un très grand pays et il y a beaucoup d'endroits où il y a peu d'écoles, où il y a peu d'éducation, où il n'y a pas d'accès en fait. Donc c'est des endroits où il y a un retour en arrière qui est en train de s'effectuer, où il y a un repli identitaire qui est en train de s'effectuer. Et où, au final, on a les religions, les mouvements spirituels qui sont en train de reprendre de la force. Par exemple, si on prend des États comme la Louisiane ou tous ces États un petit peu reculés, il y a une réapparition des phénomènes des sorcières, par exemple. Il y a tout ce qui est Wicca, il y a tout ce qui est ça, qui commence à réapparaître parce que il y a plus de docteurs, il y a plus d'hôpitaux, les écoles ferment, et donc ils reviennent à des valeurs un petit peu ancestrales. Donc c'est un petit peu le problème, c'est que quand l'État en fait perd du terrain sur des choses essentielles comme l'éducation par exemple, il y a deux solutions. C'est soit à un moment donné on avoue qu'on est en train de perdre du terrain et on essaye de trouver une solution, ce qu'il faudrait faire en réalité. Soit on veut pas faire ce constat d'échec et on essaye de trouver des chemins de traverse pour faire comme si on arrivait toujours à maintenir un niveau. Voilà. Et c'est là tout le drame. Pourquoi par exemple le platisme, donc les théories de la Terre plate, sont en train de prendre une dimension complètement hallucinante, parce que je rappelle que on a quand même un pourcentage qui augmente de ces croyances. Vous le confirmez, donc ça augmente. Ah oui, ça augmente, ça augmente. Moi, je le vois rien qu'avec des vidéos sur TikTok. Je dois être à plus 3 ou plus 4% par an. Donc, pourquoi ça augmente? Simplement, c'est parce que les gens sont en train de perdre les valeurs scientifiques de base. C'est-à-dire que comprendre ce que c'est la gravité, par exemple, comprendre, comprendre comment fonctionne l'univers, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre les enseignements de base auprès d'un certain nombre de personnes dans la population. Et ça, c'est en train de causer réellement un problème sociétal parce que c'est des gens qui votent. Voilà, c'est des gens qui votent. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver, peut-être, j'espère pas, avec des gens comme Trump aux États-Unis qui vont redevenir président, même après un premier mandat. Parce que justement, on est en train de perdre toutes ces valeurs qui font que euh, ben, moi, par exemple, je suis effaré en France, quoi. On est le pays du vaccin quand même. On n'est pas été foutu de faire un vaccin pour le Covid déjà, ça c'est quand même assez grave. Et deuxièmement, Il y en a un qui a été fait en Loire-Atlantique, juste l'État n'a pas appuyé. Oui, voilà, mais après sûrement qu'il devait avoir un fonctionnement. Je sais pas, hein, je fais une théorie, mais sûrement qu'il devait moins fonctionner que ceux qui étaient en place, et ce qui explique cela. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on a une baisse. Il y avait moins de compromission par ceux qui achetaient. Après, malheureusement, on peut pas. Enfin, ça dans cette période, on peut pas savoir. Il faut faire attention aussi aux théories qu'on peut. Voilà, bon, moi je fais pas de plan sur la comète. Je sais juste que on était en retard.
on était en retard dans le pays de Pasteur, quoi. Il faut se poser des questions sur pourquoi on était en retard, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été foutu de produire un vaccin, pourquoi chez les jeunes, et ça c'est quelque chose d'important, pourquoi chez les jeunes la part de complotisme et de théories farfelues est en train d'augmenter. Voilà. Et ça, moi j'ai vu passer tout à l'heure une question qui disait, qui parlait des méthodes des associations, et ça c'est un gros défaut, c'est qu'on n'a pas pris la juste valeur de ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire qu'on doit rentrer en France de manière générale, que ce soit les associations, que ce soit l'État, on doit rentrer en guerre contre ces théories. C'est-à-dire qu'on doit produire de la sensibilisation, on doit produire un max de sensibilisation. Voilà. Il faut qu'on arrive à faire de la vulgarisation au maximum pour les populations qui sont à risque. Voilà. Il faut qu'on arrive à faire de la sensibilisation pour les gens qui sont en train de se poser des questions. Il faut qu'on développe des choses. Et pour le faire, il faut s'appuyer sur les bonnes personnes. Et c'est pour ça que nous, on a à cœur de relier ça au monde de l'esprit critique, parce qu'en France, on a de la chance. C'est qu'on est un des rares pays dans le monde à avoir des mouvements d'esprit critique aussi importants. Et il faut qu'on arrive à les relier à tous ces phénomènes. Parce que eux produisent déjà, mais dans leur coin. Mais ils sont rejetés par une partie des gens de l'anti-secte, des gouvernements, etc. Il faut vraiment qu'on arrive à prendre la pleine mesure qu'on doit changer les méthodes, et que si on ne change pas les méthodes de lutte contre les dérives sectaires, mais aussi contre le complotisme, mais aussi contre l'ignorance, les réseaux sociaux gagneront. Parce qu'une influenceuse ou un influenceur qui fait une vidéo avec une fake news, la loi de Brandolini, ça sera toujours plus dur à débunker, ça va être toujours plus long à débunker qu'une personne qui va faire une vidéo où il va rétablir la vérité. Voilà. C'est très juste. Il y a Happy Fushoku écrit qu'il y a une chasse aux sorcières en ce moment au Liberia, ordonnée par le ministre responsable des guérisseurs traditionnels. Tu disais pourquoi est-ce que les jeunes... Il y a quand même quelque chose qui est nouveau. Encore une fois, je suis parent. On a la première génération de parents qui est confrontée à quelque chose pour lequel on n'a aucune expérience et donc aucun savoir-faire. C'est comment gérer la masse d'informations non contrôlées qui passe par tous les canaux et écrans possibles et imaginables. Et bon, je regarde évidemment moi aussi et je constate ce que tu dois constater régulièrement dans ta pratique, c'est le nombre de petites vidéos complètement débiles. Mais visiblement, elles sont pas jugées totalement débiles par toute une série de jeunes. Et j'ai remarqué un truc là en ce moment. Il y a beaucoup de vidéos sur... la Terre est plus que plate, apparemment. Elle est plate, mais en plus, elle est entourée par un immense mur de glace, comme dans The Game of Thrones. Et de l'autre côté, il y a d'autres continents qui sont contrôlés par des... C'est la Terre géante, ça. La Terre géante, mais avec le mur de glace. Le mur de glace, j'aime beaucoup le mur de glace en ce moment. Et visiblement, c'est complètement con. Hein. C'est réellement... on est dans les pyjamas, là. Mais ça passe. Mais ça passe parce que... Est-ce que c'est la répétition comme ça? C'est surtout quand on remonte sur... En fait, il faut remonter à l'origine. Souvent, dans ce genre de théorie, il faut remonter aux premières vidéos. C'est-à-dire que quand on voit un mec comme Maître Gims qui dit que les pyramides, qui dit des énormités, je vais même pas les citer, mais qui dit des énormités sur les pyramides, ces jeunes, ils écoutent ce qu'il dit. Et le problème, c'est que si les gosses n'ont pas d'esprit critique, ils vont aller voir leurs parents, ils vont leur dire, ah, tu savais que la pyramide, c'est un vaisseau spatial? Voilà, et en fait, il faut remonter aux origines de tout ça et voir qui est-ce qui propage ces choses-là. Et il faut que aussi les influenceurs qui propagent ces théories soient punis. À un moment donné, il faut aussi faire, il faut un arsenal législatif qui puisse punir. Par exemple, moi je ne comprends pas que l'Arcom ne punisse pas certains propos de façon plus stricte. Qui sont tenus sur certaines chaînes. Quand j'entends des énormités tous les jours à TPMP, quand je vois que ça fait 20 ans que Alien Theory est diffusé à la télé avec des trucs complètement farfelus, à un moment donné, il va falloir aussi s'attaquer à ces choses-là. Et il faudrait à minima un bandeau géant devant Alien Theory pour dire ce qu'on raconte dans cette émission, c'est de la merde. Voilà.
Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, il faut, voilà. Ouais, mais dans ces cas-là, il le faut sur LCI, sur CNews, partout, tu vois, ça va être compliqué. Et quand le président de la République apparaît, tu vois, à l'écran aussi, ou Bruno Le Maire, mais il n'existe plus. Non, mais t'as raison, parce que là, le jour, c'est ma fille de 10 ans qui me pose la question, comme ça, en marchant. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des extraterrestres sur la base 51. Donc, je sais pas par quel canal. Elle a pas de télé. Donc, ça doit être dans un cours d'école. Et le truc est passé, en fait. Ben parce que les choses glissent, c'est-à-dire ça passe à la télé, puis ça finit en petits bouts détachés sur TikTok, puis après ça finit dans une vidéo YouTube avec un influenceur qui va dire que lui il a trouvé la vérité parce qu'il a vu un documentaire de 1h30 sur YouTube et que du coup ben, il sait tout. Voilà, c'est ça le problème en fait. Et le problème c'est qu'on a une lutte numérique qui est nulle. Voilà, Oui, c'est il clair. faut le dire. Voilà, moi là je le dis. J'ai fait de la veille sur les réseaux sociaux pendant 2 ans. J'ai fait des statistiques avec des tableaux croisés, avec des chiffres, avec des choses précises pour prouver aux gens du gouvernement que la modération n'est pas faite par les réseaux sociaux. Euh, Bien sûr. j'ai essayé de faire remonter ça, personne n'a voulu m'écouter. Et j'ai assisté à des réunions où on avait des grands groupes des grands groupes que je vais pas citer, qui nous disaient que grosso modo, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand, si par exemple, moi demain, je monte une secte et que je décide de faire de la publicité sur Facebook, si j'ai pas de numéro de SIRET, si j'ai pas de site internet, que je veux juste escroquer les gens, eh ben il y a personne chez Facebook qui va vérifier si cette pub, c'est une escroquerie ou pas. Hmm. Voilà. Et même si je la fais remonter, c'est à leur bon vouloir. C'est-à-dire qu'actuellement, on a mis en place, il y a à peu près un an, je crois, le Digital Service Act. Voilà, l'Union européenne a mis ça en place pour justement avoir un peu plus de contrôle sur les réseaux. Cela ne fonctionne pas. Voilà, cela ne fonctionne pas. On a Thierry Breton qui a démissionné, je crois, il y a pas très longtemps. Il faisait partie de ceux qui avaient mis ça en place. Ça ne fonctionne pas. Et il n'y a pas de remise en question. C'est-à-dire que vous pouvez demain faire 3000 signalements à l'ARCOM parce que il y a quelque chose qui vous plaît pas. Ben, s'ils n'ont pas décidé de faire rien ne sera fait. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de trouver des vidéos de réseaux de prostitution qui faisaient leur pub sur les réseaux sociaux, de les remonter aux réseaux sociaux, de faire X signalements et d'avoir aucun retour. Et justement, Mathieu, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait peut-être une extension de la loi et ce qu'on utilise pour combattre le terrorisme islamique, c'est-à-dire les prédicateurs, etc., pour les dérives sectaires. C'est-à-dire que dès lors qu'on considère qu'un prédicateur qui incite à la haine, etc., est dangereux, parce que les gens sous-estiment le danger des sectes. Aux États-Unis, euh, hormis le 11 septembre, la majorité des attentats de masse qu'il y a eu aux États-Unis sont le fait de dérives sectaires. Et Charles Manson, Waco, etc., on parle, c'est pas des rigolos. Et effectivement, on a l'impression que d'un seul coup, tout ça a été occulté. Il y a plein de pays où les dérives sectaires font des morts tous les jours. Mais en France aussi, hein. Il faut pas se leurrer la face. En France aussi, si demain vous décidez de suivre une naturopathe pour votre cancer, vous allez sûrement crever, hein. Et ça arrive. Moi, j'ai des familles qui m'ont appelé parce que leur fille, elle a suivi une naturopathe, puis elle est allée faire une séance de prise d'ayahuasca au fin fond de l'Ardèche, et elle est morte. Et, mais le souci, c'est que pour faire ça, il faut un arsenal, en fait, et que l'arsenal n'existe pas. C'est-à-dire que je vois par exemple une question qui dit est-ce que les associations anti-sectes sont formées pour lutter contre les dérives sur Internet? Non, mais pas plus que le gouvernement, en fait. C'est-à-dire qu'actuellement, chez la Mivilude, ils sont pas plus informés que vous, que moi, par exemple, ou que d'autres, parce qu'il n'y a pas réellement de prise en charge des dérives sectaires sur Internet. C'est-à-dire qu'il faut remonter les réseaux, il faut contrôler les commentaires, il faut regarder les réunions Zoom qui sont faites, et ça, il n'y a personne qui le fait. C'est pas la gendarmerie qui est déjà complètement sous l'eau pour beaucoup de questions qui va le faire. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on crée des moyens pour faire ça. Et actuellement, on n'en a pas. On n'en a pas, et ça crée réellement des drames familiaux, parce qu'il y a des gens qui partent dans des sectes, mais il y en a qui en meurent aussi. Oui, en fait, ça fait écho à moi, mon histoire familiale, comme on avait évoqué.
j'ai un lien de parenté avec Roger Icor. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a fondé le Centre contre les manipulations mentales, donc en 1981. Pourquoi? Parce que lui, il était exactement dans la situation que tu décris actuellement. Il y avait rien. C'est-à-dire que son fils était mort dans une secte embrigadée et en gros, les autorités ne faisaient rien. Et j'ai l'impression qu'on est revenu, alors que 81, c'est il y a 40 ans. On est revenu au point de départ, c'est-à-dire qu'on est à nouveau avec rien. Hum, Et C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'en fait, Roger Icor et les dérives sectaires dans les années 80, 70, etc., étaient bien identifiés. C'est-à-dire que c'était des mouvements avec un gourou, avec une scission par rapport à la société, etc. C'est des mouvements bien identifiés. Mais ça a évolué, en fait, ça a complètement muté. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas fait muter notre vision des choses et qu'en plus, on n'a pas fait muter non plus notre façon de combattre. Parce qu'on peut plus... moi, par exemple, je suis effaré de voir que les associations dont tu parles reçoivent des subventions énormes et ne produisent rien sur Internet. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle de plusieurs milliers d'euros qui sont chaque année donnés à ces associations. Est-ce que vous connaissez le chiffre qui est donné aux victimes pour la sensibilisation? Zéro. Est-ce que vous connaissez le chiffre qui est donné aux victimes pour les aider à se sortir après une secte? Zéro. C'est-à-dire C'est une qu'actuellement, arnaque. actuellement, une jeune fille qui vit une dérive sectaire dans la biodynamie, donc avec l'anthroposophie, euh, qui sort de ça, qui n'a pas de travail, pas de logement, qui est coupée de ses proches, elle ne reçoit aucune aide. C'est-à-dire qu'à part des contacts téléphoniques que vous allez pouvoir avoir pour vous dire oh ben ça va aller mieux, il n'y aura rien d'autre qui sera fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de soutien pour attaquer financier, pour attaquer quelqu'un au juridique, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de soutien médical, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de soutien pour une réinsertion, parce qu'il faut les réinsérer aussi, ces gens. On se retrouve avec des gens qui se coupent de tous les phénomènes, de toute la scolarité, de tout du milieu professionnel, etc., et qui ensuite sortent d'une secte et ils ne sortent rien au niveau administratif, ils ne sortent rien. Il y a des gens qui n'ont jamais payé d'impôts parce qu'ils n'ont jamais fait une déclaration. Il y a des gens qui n'ont jamais fait une demande de RSA, ils ne sortent rien, ils n'arrivent pas à se débrouiller. Moi, j'ai littéralement vu des gens qui vivaient dans leur voiture après une sortie de secte. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Est-ce qu'on continue, comme je dis souvent, la fête à la saucisse? C'est-à-dire que, est-ce que les associations continuent à se gaver sur le compte de l'État en ne produisant rien? Ou est-ce qu'on essaie, à un moment donné, de changer l'équilibre des choses pour faire une part non négligeable d'aide aux victimes? Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut aussi accompagner ces victimes. alors, merci Mathieu. Justement, par rapport à ça, tu m'avais parlé d'un mode d'action parce que toi, au-delà de parler et d'expliquer, tu as décidé aussi de combattre sur le terrain et même avec tous les risques que ça comprend. Nous qui avons reçu beaucoup de gens qui ont lutté contre les frères musulmans ou des choses comme ça, on parle de risques réels. Les gens sous-estiment, mais dès lors qu'en plus là, on parle de toucher à des sectes qui ont déjà tué, qui sont pas des enfants de cœur. Tu m'as évoqué justement le fait, par exemple, de perturber le message quand par exemple ils créaient des groupes internet. Est-ce que tu peux dire, parce que peut-être que justement parmi nos auditeurs, il y a des gens pour qui ça pourrait une volonté de montrer qu'ils peuvent aussi agir et venir rejoindre des groupes comme le tien, pour justement lutter efficacement et qu'il y a parfois des modes très simples. Est-ce que tu peux donner un exemple justement? Ben, j'ai choisi de lutter avec mes petites mains, avec mes petites forces. J'ai pas beaucoup de moyens. Je reçois zéro subvention de personnes. Euh, et donc, il a fallu que je trouve des méthodes, des chemins de traverse. Voilà. Par exemple, la chose la plus facile à faire, c'est de les troller, tout simplement. C'est-à-dire que moi, quand je vois un groupe qui se crée sur Facebook, par exemple, l'Union intergalactique des Gaéliens de Pluton, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recréer ce groupe fois 13. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, les gens qui voudront rejoindre ce groupe, ils seront pas dans quel groupe aller. Et du coup, ça aura aussi perturbé leur mouvement. Ils vont mettre des jours à comprendre comment ça marche, à faire supprimer les autres groupes.
Voilà. Ce que je fais aussi pas mal, c'est que je vais voir les thérapeutes bidons sur TikTok, sur Instagram, etc. Et je fais les mêmes vidéos qu'eux, mais en montrant que c'est une arnaque. Par exemple, quelqu'un il va vendre une crème pour rajeunir. Ok, ben pas de souci. Ben, moi, je vais vendre une sucette à sucer qui permet de changer de couleur de cheveux. Voilà, c'est. Ça marche pas la crème pour rajeunir? Eh malheureusement non. Oh non, c'est décevant là, cette émission. C'est horrible. Et, et, On a et, dit et, qu'on devait faire des trucs positifs. ou par exemple quelque chose qui marche bien. Bon, moi, c'est quelque chose. Vous savez, quand vous allez voir des salons de bien-être, etc., vous allez avoir des gens qui vont vous vendre des pyramides en orgonite pour rétablir les chakras, etc. Ben moi, je vais sur AliExpress, je retrouve le lien de ce produit et je le balance sous les commentaires pour que les gens voient que ce qui est vendu 40 balles par ce charlatan, en réalité, ça coûte 1,50 € sur AliExpress. On a une réaction là, Stéphane Michaud sur le fil qui dit: ce monsieur attaque un peu fort et je pense sans connaître la biodynamie et l'anthroposophie. Steiner, qui est à l'origine, nanana, n'a rien d'un gourou, il a posé les bases de nombreuses sciences concrètes. Alors, je vous invite, Stéphane, à lire. Il y a quelques années, il y a une double page qui était sortie sur l'anthroposophie et Steiner dans le monde diplomatique. C'est accessible en ligne, très 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 bien, très bon. En quelques mots, en quoi c'est n'importe quoi, Steiner? Alors, Steiner, déjà, c'était un mec complètement, désolé, hein, explosé du cerveau. Voilà, c'est quelqu'un qui avait des croyances déjà racialistes, vraiment limite, puis surtout magiques. C'est-à-dire que quand on prend le cadre, par exemple, de la biodynamie, il est admis en biodynamie, par exemple, d'enterrer des cornes de vache remplies de bouse dans un terrain de façon à pouvoir dynamiser la terre et que ça pousse mieux. Voilà. Il pense par exemple qu'il y a des ondines et des nains sur la lune hurleurs. Voilà, c'est vraiment, on est dans un délire mystique absolu. La base même de la biodynamie est basée sur de l'agriculture magique. L'anthroposophie, c'est encore plus grave parce qu'on a par exemple les écoles Steiner-Waldorf où on enseigne à dessiner des dessins magiques, où on les apprend à danser pour établir des taux énergétiques. Voilà, c'est vraiment. Moi, je suis désolé, mais quand je vois ce genre de commentaires, je me dis, il y a vraiment du boulot à faire. Parce que on va acheter, on va à la cave du coin, on achète notre vin biodynamique, c'est plutôt cool. Voilà, on se dit, wow, il est pas mauvais, c'est une bonne petite piquette. Mais en réalité, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Derrière, il y a tout un système complètement mafieux, surtout. Il y a un système aussi ésotérique très grave. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont exploités pour balancer des préparations à base de vessie de cerf sur les plantations à dose homéopathique. Dose homéopathique. Alors je vous rappelle, hein, l'homéopathie, un granule 9CH, c'est l'équivalent du principe actif dans tous les océans de la Terre. Voilà. Donc on en est à un niveau de supercherie incroyable. Pardon, il y a Marco qui a écrit dans les films de guerre de la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours un Steiner. Pardon. Une remarque. Alors, il y a Eric Schmidt qui nous écrit: je signale aussi les rencontres de l'Esprit Critique organisées chaque année à Toulouse, avec plein de sujets abordés pendant 48 heures, très intéressant. Faudra nous donner les dates pour que les gens puissent y aller. C'est en avril, généralement. Pardon? C'est en avril, généralement. En avril. Voilà, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre vraiment incroyable parce qu'il faut intervenir beaucoup de gens dans beaucoup de domaines différents. C'est-à-dire que vous pouvez voir une conférence sur l'astrophysique, par exemple, suivie d'une conférence où quelqu'un va venir vous parler des dernières études sur la télépathie animale pour vous dire que c'est de la merde. Voilà. On est vraiment sur quelque chose d'éclectique et qui, en plus de ça, met vraiment la science au milieu de l'église pour l'écraser. Ouais, si tu veux dire vraiment, je peux pas communiquer avec mon chat, moi, par la pensée? Tu peux essayer, mais c'est des extraterrestres, les chats. Il y a une remarque dans le fil. Alors, je suis désolé pour la prononciation, mais de toute façon, c'est un pseudo.
mais il y a tellement de H que la turtle. Turtle. Encore aujourd'hui, dans le journal, tu as des signes astrologiques tout le temps. Et c'est vrai que c'est un truc qui est tout le temps là. Les signes astrologiques. Et d'ailleurs, c'est le point de départ de la pensée magique, l'astrologie, il faut savoir. Hein. Parce que j'ai une petite anecdote. J'ai une grande tante par alliance qui aime bien la pensée magique, qui aime bien l'astrologie, sauf qu'elle était réellement scientifique. Elle était astronome de renom en URSS. Et elle a dit, mais non, mais l'astrologie, ça marche super bien, sauf que les planètes sont pas au bon endroit. Parce qu'ils font l'astrologie en fonction de la position des étoiles à l'époque de Babylone, mais ça a bougé, elle a tout recalculé. Bon, bah, donc, on peut être scientifique et complètement cramé. Elle a tout recalculé. Et donc, je sais pas, ça décale, je ne sais pas combien de jours, mais tous les signes, en fait, sont décalés. Bon, de toute façon, c'est toujours aussi délirant, mais voilà, comment ça se fait? Il y a toujours ce truc d'astrologie. Ou alors, ça sert à détendre les gens, alors, voilà, à supporter le métro le matin. Je me permets de faire une réponse parce que justement, je vois d'ailleurs ça débat sur la question de la physique quantique. Et en partie, aujourd'hui, la physique quantique, comme elle est mal comprise, elle n'est pas enseignée globalement, il y a beaucoup de charlatans qui lui font dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et donc, ça va du multivers qui fait partie des théories possibles, puisqu'on sait qu'il peut y avoir plusieurs plans dimensionnels, à dire que ces plans dimensionnels sont habités par des entités, etc. Et ce qui est complètement lunaire. C'est-à-dire que à un moment, il faut faire très attention. Et je ne citerai personne, mais il y a certains triple docteurs, comme on dit, qui utilisent ce genre Ils sont que double maintenant. Il est plus que double. Ah oui, on a perdu un. Ah, dommage pour lui. C'est vrai que c'est un vrai problème et il faut faire très attention. La science, bien sûr, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas pour comment marche le trou noir au centre de la galaxie. On fait des théories. Notre Soleil, on a encore beaucoup de mal. On en est qu'au balbutiement de comprendre comment il marche exactement, pourquoi il se refroidit, il se réchauffe, etc. De quelle manière marchent les cycles. Oui, tout ça, effectivement, c'est des choses que la science ne maîtrise pas. Mais ça ne veut pas dire pour ça que notre Soleil, en fait, est une feuille de papier à 50 km et qui fait la même taille que la Lune. C'est-à-dire que à un moment, il faut pas confondre tout. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que c'est plus facile de croire. Effectivement, en plus, c'est toujours séduisant. Moi, je tombe à chaque fois comme toi sur des. J'ai vu, tu partageais des TikTok et par exemple, tu as partagé un épisode de c'est Cauchemar en cuisine. Et j'étais assez choqué sur cette séquence que tu partages parce que tu partages, il y a une fille qui a beaucoup de mal avec son restaurant, elle va pas bien, elle est dépressive, etc. parce qu'elle a perdu son frère. Et donc, Philippe Etchebest, Etchebest, pardon, si j'écorche pas son nom, au lieu de lui proposer du soutien psychologique, qu'est-ce qu'il fait? Il l'emmène voir une médium pour parler à son frère défunt. C'est grave, hein, c'est très grave. C'est grave. Et donc, cette dame qui est en détresse psychologique, on la conforte, on l'emmène dans un chemin complètement délirant parce qu'effectivement, c'est clairement plus sexy pour les caméras de montrer une pseudo-médium qui va parler avec les esprits que d'emmener la dame voir un psychologue qui va faire un traitement pendant 7 ans pour essayer de traiter son problème de deuil. Et effectivement, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à suivre ton compte et le compte de la pensée magique sur les réseaux sociaux. Toi, tu montres justement ça, c'est grave parce que les gens ils vont voir la séquence, ils vont dire oh c'est marrant, aller voir une voyante. Il faut s'y arrêter en fait. Ça banalise le truc. Il faut s'y arrêter sur ces petits moments de la société qu'on banalise pour faire comprendre aux gens. Moi, par exemple, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore l'astrologie, un jour, vous leur dites, vas-y, lis-moi mon signe. Et vous lui donnez un autre signe que le vôtre. Voilà, vous lui dites, je suis Scorpion, alors vous êtes Verseau. Et elle va vous lire quelque chose, et à la fin, elle va vous dire, c'est exactement toi. Hein. Et bien là, vous lui dites, non, je suis Verseau. Et en fait, ça s'appelle l'effet Barnum. C'est-à-dire que on va vous faire une description qui est vague de quelque chose, dans lequel vous pouvez tous vous reconnaître.
mais qui en réalité est applicable à absolument tout le monde. C'est-à-dire que si on prend par exemple un thème astral du Sagittaire et que à la place on met le thème astral du Bélier, personne ne verra la différence. Parce que c'est tellement généraliste comme description. Si on dit à quelqu'un tu vas avoir des problèmes d'argent, ben à un moment donné dans notre vie on va avoir des problèmes d'argent. Voilà, je veux dire. Sauf Bernard Arnault. Sauf Bernard Arnault, à part s'il perd 1 milliard ou 2, est-ce qu'on peut considérer que c'est un problème d'argent? Voilà. mais voilà, je veux dire, c'est des. Au final, c'est des choses manipulatoires et il faut mettre le doigt dessus parce que en les banalisant, malheureusement, on les fait rentrer dans la société. Par exemple, moi, je vois des gens qui se battent sur des sujets, par exemple sur l'éducation. Il y a des gens qui se battent sur l'éducation parce qu'ils veulent pas qu'à l'intérieur de l'éducation nationale rentrent des choses comme la méditation de pleine conscience, comme des ateliers de Reiki, comme voilà. Il faut vraiment que dans notre société, il y ait des safe places, des endroits où on sait que rien ne rentrera, que la seule chose qui rentrera, c'est la méthode scientifique, parce que c'est de elle dont on a besoin. Par exemple, dans un hôpital, moi, j'ai pas envie, j'ai pas envie que si demain j'ai quelqu'un de ma famille qui a un cancer, j'ai pas envie qu'on lui propose une séance de sophrologie pour se guérir. Alors, pour aller mieux, peut-être, enfin pour se sentir mieux, plus zen, peut-être, mais j'ai pas envie qu'on vienne lui dire, tu choisis la chimio ou la lithothérapie. Non, c'est pas possible. Il faut pouvoir avoir des choix qui sont raisonnables, et pour ça, à un moment donné, il faut lutter. Et par exemple, cette séquence de Philippe Echtebest, c'est très grave. On a une personne qui est en détresse absolue, qui pourrait décompenser à n'importe quel moment, et qu'on fout littéralement dans une dérive sectaire, c'est-à-dire qu'elle va aller parler à son frère défunt. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit qu'après l'émission, elle y est pas retournée 50 fois, elle n'a pas cramé la moitié de ses économies. Voilà, c'est des choses très graves. Alors qu'en réalité, elle a peut-être juste besoin de voir un psychiatre et de prendre un traitement antidépresseur. Point barre. Oui, quand tu parles de décompensation, pour que les gens comprennent bien, ça peut être jusqu'au suicide. Voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu des cas où on m'appelle parce que le mari s'est mis dans la médiumnité et qu'il a lâché toutes les économies du couple jusqu'à 100 000 euros, et ils vont se retrouver à la rue. Voilà. Et non. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Voilà, on ne peut rien faire. On essaye d'éteindre les feux, mais des fois le feu il est trop grand et on peut rien faire. On regarde les gens couler. Alors, certains, non, une personne qui visiblement croit un peu à certaines choses et que nous reproche son ricanement quand on parle de Steiner et de tout ça. Je les assume. Hein. Oui, alors, je répète quand même pour que ce soit compréhensible, ce qui nous rejoint avec vous, c'est qu'est-ce que la science? La science, c'est la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, reproductibles en tout endroit et en tout lieu. C'est-à-dire que si vous construisez une maison et que vous appliquez des règles scientifiques vérifiables, architecturales vérifiables par tous, votre maison va tenir. Si vous la construisez avec la volonté spirituelle qu'elle tienne debout, il y a des chances qu'elle finisse par tomber au premier coup de vent ou de secousse. Et il en va de tout le reste. Et ce qui est critiqué ici, c'est le fait que certains, par la pensée magique, pensent agir sur le monde, et en particulier là où c'est dramatique, c'est soigner des gens, penser qu'on peut faire pousser plus rapidement le blé avec les élucubrations dont vous avez parlé tout à l'heure, et ainsi de suite. Et il y a une réelle opposition, et c'est un vrai combat que nous on mène, de conserver donc évidemment l'esprit critique, mais l'esprit scientifique, et cette capacité à ne pas perdre ce qui a fait notre grandeur. Parce qu'encore une fois, nous venons tous collectivement du fin fond des cavernes. Et un monde sans science est un monde très très difficile.
Alors peut-être que la génération de mes grands-parents c'est une génération qui a vu la différence. Ce sont des gens qui sont nés dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité et où tout le monde, quasiment encore à 80%, binait la terre, pas comme au Moyen-Âge, mais bon, dans des conditions difficiles. Et ont vu une évolution, ont vu apparaître les voitures, les avions, l'électricité, et ont vu la science en marche, et bien sûr les antibiotiques, et donc le changement radical de la mortalité. Et peut-être qu'on n'a plus ça. Peut-être qu'on a des sociétés qui sont justement trop dans la... Enfin, pas trop, c'est une bonne chose, mais ils sont tellement dans la science, bénéficient tellement en allumant, on rentre chez soi, électricité, eau chaude, on est malade, bon, on finit quand même par se soigner pour pas cher, contre des trucs quasi improbables pour lesquels on pouvait pas se soigner à 80 ans. Bon, tout ça est devenu quelque chose de normal. Et donc, peut-être c'est cette incapacité à voir tout ce qu'on nous apporte, la science, qui laisse une place à la pensée magique. Exactement, exactement. Et d'autant plus que l'apport de la science et la remise en question. C'est-à-dire que si par exemple on compare les données de la science aux années 90 par exemple et les données de la science maintenant, on verra qu'il y a des recommandations qui étaient faites dans les années 90 qui ne le sont plus maintenant. Parce que la science s'est réévaluée au passage. Par contre, si on prend le cadre de Rudolf Steiner, on va voir que ce qui conseillé dans son livre, avant de mourir, c'est toujours conseillé maintenant. Et ça n'a jamais été réévalué, en fait. C'est-à-dire que quand il dit qu'il faut balancer telle préparation sur un terrain agricole avec un dynamiseur qui coûte des milliers d'euros, qui pèse 3 tonnes, avec une préparation homéopathique, les biodynamistes ne réfléchissent pas, est-ce que ça a été réévalué, est-ce que c'est réellement efficace, est-ce qu'on fait bien de faire ça, voilà. Et c'est ça toute la question, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question, c'est sur le bien fondé de pourquoi on croit cette chose. Voilà. C'est pourquoi, est-ce que j'ai des raisons de croire à ça, et est-ce que j'ai pas des raisons de le remettre en question. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'esprit critique. C'est d'avoir des raisons de pas rester dans un dogme. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens maintenant qui se posent plus la question. Moi, par exemple, quand on parle des platistes, ben, les platistes, ils ne se posent pas la question. Si la Terre, elle est plate, pourquoi je tombe pas quand je vais au bord? Voilà, une question toute bête. Où il est le fameux mur de glace? C'est des questions qu'il faut se poser. Et ils se posent même pas la question de est-ce que c'est compatible avec ce qu'on enseigne en sciences, la physique élémentaire, la gravité, voilà, c'est ces choses-là. Et tant qu'on n'arrive pas à expliquer tous ces phénomènes, tant qu'on n'arrive pas à les vulgariser, on aura des gens qui croiront toujours que Rudolf Steiner c'était un visionnaire, par exemple. Et c'est très grave parce que on a quand même un mouvement économique qui s'est formé autour de ça. On a des écoles, on a des produits cosmétiques, on a des exploitations agricoles et de partout dans le monde. Donc on a un business qui s'est formé autour de ça et ce business exploite les gens et leur crédulité. Mais ce que tu dis est fondamental justement parce que c'est ça, je pense même d'ailleurs la conclusion, c'est que les gens, c'est pas gratuit. Les gens en veulent pas votre bien-être, ils veulent votre argent. Et c'est ça que les gens doivent se mettre dans la tête. À chaque fois, il y a une formation vendue, il y a des cailloux magiques, il y a un truc. C'est jamais gratuit. Et c'est souvent très coûteux. Et ça touche des gens qui sont généralement en situation vulnérable, qui vont cramer toutes leurs économies pour un avenir meilleur ou un truc comme ça. Et c'est ça qui est grave. Parce que s'attaquer à des gens en position vulnérable, c'est pas tolérable. On a un peu dépassé notre horaire. Je vais laisser Georges conclure. Allez, alors, ce soir, il y a un loto à 143 millions. Vous pouvez pas me conseiller un bon pendule pour trouver les... Je vais demander à Charlotte ou deux. Je déconne un peu. Mais écoutez, pour conclure, je vois qu'il y a Stéphane Michaud qui continue à nous écrire que nos grands-mères étaient herboristes. Big Pharma a réussi à faire interdire l'herboristerie. Qui ne soutient pas la pensée magique, mais que les intérêts économiques des grands groupes influencent l'élimination des médecines traditionnelles. La preuve que l'écologie rejoint le complotisme et rejoint les... Et ça n'est pas faux que Big Pharma existe et aussi tire des bénéfices, mais il se fait que j'ai été humanitaire, monsieur Michaud.
Et j'ai vu des pays où il n'y avait pas de médecine et où il y a des herboristes. Et les herboristes, d'ailleurs, ont fait partie du processus scientifique. Je parle des herboristes sérieux qui en sont rendus compte qu'en prenant certains... un antibiotique, hein, c'est de l'herboristerie, un peu poussé, on va dire, et répété. Mais c'est quand même limité. Quand on est aux tisanes, on peut faire des choses, mais ça va pas très loin. Et le taux de mortalité est un indicateur quand même assez clair de l'évolution intéressante que pour l'humanité que propose la science, en particulier la science de la production des médicaments. Et bien évidemment qu'il faut éviter d'avoir des multinationales, des oligopoles qui en profitent et qui se mettent plein d'argent. C'est pour ça que nous, on propose la mise en place de pôles de santé nationaux, ceux qui n'existent pas, et de production de médicaments nationaux qui feraient concurrence justement à au Big Pharma. Bon. Encore une fois, merci beaucoup Mathieu pour d'être venu à notre matinale. Merci pour ce que vous faites, c'est-à-dire protéger les consciences en particulier de nos enfants. On en a vraiment besoin dans la période où on est. Nous sommes ça nous distingue de beaucoup de gens. On est très très attachés à la pensée rationnelle, à la science. Nous sommes français, donc on aime Descartes. Exactement. Et donc, merci. Et peut-être que on pourra vous revoir dans quelques temps pour reparler de ce sujet qui est fondamental.